Sous l'établi, le marin dort. La première semaine, il la passera là-dessous. Il se plaint tous les soirs quand je le retrouve. Et moi, tous les soirs quand je le retrouve, je remonte à une source. À nouveau, la panique m'a ressaisi. Sans contact, je me mets moi aussi à me réintéresser à cet endroit. J'essaye pendant son sommeil de lui barboter sa petite boîte de pommade rose. À la maison, quand je rentre le matin, je fouille dans la pharmacie. Une petite pharmacie que mon père avait fabriquée. Avec 4 planches. Très soigneux, le père. Il aurait dû faire un menuisier. Dans le tiroir, je trouve des tas de pommades, des comprimés, puis des petites fioles à droite et à gauche. J'avais encore jamais fouillé là-dedans. Je découvre ce que je cherche. La boîte de ma mère. Je refuse de me regarder avec une glace. Mais tous les soirs, je pose des questions de plus en plus pressantes au marin qui, lui, ne peut plus me répondre qu'en poussant des grands soupirs. Pas les mêmes soupirs que ma mère, d'autres. Il est là. Il me dit que signer avec lui. Alors je lui demande, mais signer avec toi. Toi, tu es seul. Alors il a l'air de fuir la question. Et comme toutes ces fuites passées et à venir, elles se terminent sous l'établi. Il se réfugie, c'est sa niche. On dirait un petit chien. Quelquefois, il dort complètement sur le dos. D'autres fois, accroupi à 4 pattes. Je l'imagine là-dessous, la tête enfouie dans les câbles, le cul en l'air avec sa petit floc-floc qui pend. Il n'y a pratiquement plus rien à faire dans l'usine. L'équipe de jour avance le travail pour nous et en quelques heures, j'ai terminé ce qu'il y avait à bricoler ou à nettoyer. Et un matin, quand je reviens à la maison, j'apprends la grande nouvelle. Ma mère vient de faire le pas. Enfin, ça y est, me dit-elle. On va être chez nous. On va plaquer tout ça. Je comprends pas. Le père, lui, qui est là, a dressé une grande liste. On va acheter des pinceaux. Il va barboter des clous. Il va revenir avec des marteaux, des scies, des tournevis. Ils ont l'air tout excités tous les deux. La grand-mère dans son coin se met en prière. Je demande qu'est-ce qui se passe. Alors je connais la nouvelle. Moi je vais quitter la cave. La grand-mère va quitter la cave. Et les deux vieux vont quitter l'horloge. On monte. On monte où ça? Tout de suite je ne fais pas le rapprochement. Dans les étages, ce sont des locataires qui parlent du bout des lèvres. Qui nous parlent à nous du bout de la langue. Mais depuis quelque temps, une de ces locataires est en train de crever. Une madame Niglis, une vieille femme. Et ma mère me dit qu'elle vient de crever. Qu'on va tous s'habiller, puis qu'on va aller voir la propriétaire. Mon père lui parle de poser des conditions. Ma mère dit non, on lui demandera autrement. On lui fera valoir que ça fait 15 ans, 16 ans, 17 ans, que moi je suis en bas. Quelques années qu'eux, ils sont au milieu. Et que c'est un peu à notre tour de commencer à grimper. La lente ascension. Les rats qui sortent de la cave et qui montent par les escaliers. Qui vont se retrouver au premier étage avec, d'un côté, des fenêtres qui donneront sur la chaussée. Et de l'autre, des fenêtres qui donneront sur la cour. Au lieu d'avoir une vue à ras de terre, on va avoir une vue du dessus. Au lieu de guetter l'eau la nuit, on va pouvoir guetter d'autres bruits. J'ai du mal à croire à ça. Eux ne se rendent pas compte que je n'étais pas totalement prêt
Je ne peux pas faire les choses, non pas brusquement, mais sans préparation. Ne serait-ce que de quelques minutes, mais que cette préparation, elle vienne de moi, elle vienne du fond. Je n'avais jamais pensé à quitter en bas. Mon père, sans doute, n'avait jamais pensé, lui non plus, quitter quoi que ce soit. Mais je découvre que ma mère, depuis des années, elle mijote dans un semi-espoir d'un jour pouvoir grimper l'échelle. Dans mon coin, je fais des calculs. Là où on était, il n'y avait rien à payer. Ou du moins pratiquement rien. La loge était gratuite, bien sûr, et la cave, c'était une bouchée de pain. Mais grimper dans les étages avec tout à coup un appartement. Un appartement. Pour eux, ça ne veut pas tout à fait dire la même chose que pour moi. Pour la grand-mère, elle, c'est carrément le coup de masse sur la tête. Elle est abasourdie. Elle, je sens qu'elle pense un peu ce que je pense. Dans 3 jours, tout sera fait. La Néglis sera enterrée. Et si tout marche comme le père le pense, il envisage même de gueuler pour l'avoir. Et la mère, elle, par la douceur de l'obtenir, on sera là-haut dans les étages. C'est ma mère qui décide de me faire monter avec elle. Je connaissais l'appartement, enfin je connaissais l'entrée. Quand le matin il fallait distribuer le courrier, quand j'étais gosse, il fallait tirer sur un cordon. Et puis la vieille église venait, ouvrait sa porte, de plus en plus vigleuse vers la fin. Je lui tendais les lettres, puis j'essayais de la faire chier. Je lui tendais les lettres pas en face, mais un peu à gauche. Alors elle cherchait à droite. Après elle allait à droite, alors je les tendais à gauche. J'avais le temps de regarder chez elle. Ça devenait de plus en plus sale. Ma mère, qui avait été chargée par une nièce de cette femme, de faire un peu le ménage, de temps en temps essayait de m'entraîner dans les pièces. Le plus loin que j'avais fait dans cet appartement, c'était le couloir, tourner tout de suite à droite et tomber dans la cuisine. Une cuisine qui était aussi grande que la pièce dans laquelle on avait tous vécu. Et je regardais. Un réchaud à base, ce qu'on n'avait pas. Une grande cuisinière avec au-dessus une hotte. Une rangée de casseroles, une série, comme disait ma mère. Avec son ongle, elle faisait teinter le métal. Et elle souriait. Jamais j'ai pensé qu'on pourrait monter, qu'on pourrait avoir une série de casseroles. Et là, dans les escaliers, en grimpant, lentement, elle qui chantonnait, moi derrière, je me mettais à oublier ma nouvelle folie, enfin, ma nouvelle redécouverte, mon histoire d'en dessous. Le cul un peu beurré par la Rosa, elle sortait, elle, sa grande clé, et me faisait rentrer dans l'appartement. Elle marchait sur la pointe des pieds parce qu'elle était morte, mais on ne fait pas de bruit. Alors je me suis retrouvé dans le couloir. Elle m'a dit, mais vas-y, regarde tout, puis je vais te montrer ta chambre. Alors la vieille église devait se trouver dans sa chambre qui donnait sur le devant, sur la chaussée. J'avais pas envie de la voir. Ma mère m'a dit, après la cuisine, il y a l'office. Alors je suis passé dans une pièce que je connaissais pas. C'était une pièce aussi grande que la cuisine, avec des vieux meubles là-dedans, un vieux fauteuil dans un coin. Au mur, des cadres. Des photos dans les cadres ou peut-être des tableaux ou des reproductions. Beaucoup de chevaux. Beaucoup de chevaux parce que le mari, mort depuis longtemps et que je ne me souvenais pas avoir connu, était un directeur de champ de course en province, je crois. Alors, sa marotte, c'était les chevaux de course qui collectionnaient dans les cadres. Des chevaux qui sautaient des haies, qui arrivaient sur un poteau, des jockeys debout sur leurs étriers, qui cravachaient la bête. Je restais là. Je tentais un œil par la fenêtre de l'office dans la cour.
toute petite, déjà en bas, et pourtant seulement 2 étages. La cave, le rez-de-chaussée, et j'arrive au premier. Le coin où... Non, j'y pensais plus. Je pensais plus au coin où la bouteille avait été jetée. Je me rendais compte que ça allait me faire un drôle, très drôle de changement. Je me demandais comment le jour j'allais pouvoir dormir là. Là, j'entendrais davantage les bruits. Parce qu'avec le marin, il était pas question, ou en tous les cas rarement question que je dorme le soir. Dès qu'il arrivait chez Farman, il plongeait sous l'établi. Non pas que ce n'était pas un type à respecter les accords ou le pacte qu'on avait conclu ensemble, mais c'était un cas de force majeure. Il souffrait trop. Je le voyais de loin, quand j'attendais à la porte de l'usine. Je voyais de loin arriver, il boitait. Il marchait les jambes écartées, avec sa petite musette, comme moi, sur l'épaule. Sa casquette toute tordue, toute chiffonnée. Je me demandais ce qu'il faisait toute la journée. Peut-être qu'il dormait. Mais il dormait où? J'ai longtemps pensé qu'il dormait sous des ponts, comme une cloche. Il se lavait plus du tout. Il commençait à puer. Enfin, ma mère est arrivée. Tu as vu ta chambre? Non. Tu veux pas voir ta chambre? Mais viens, mon petit, viens. Tu vas voir, c'est magnifique. Ça sera beau. Et elle a poussé une autre porte qui se trouvait dans l'office. Et on est arrivé dans une pièce plus grande que la cuisine, plus grande que l'office. Dans cette pièce-là, il y avait 2 portes, celle par laquelle on était passé et une autre porte, un peu à gauche. Elle m'a dit, derrière cette porte-là, ça sera ma chambre. Je me sentais pas à mon aise. Elle était déjà dans sa chambre et l'autre était encore dans la sienne. Alors moi j'essayais de parler tout bas. Elle aussi, elle me rejoignait dans la voix basse. Et 2, 3, 4 mots après, elle se mettait à monter. Monter dans une voix énervée, aiguë, suraiguë, crissante. J'avais envie de lui dire, mais ferme-la. Elle est morte, mais je pouvais pas lui dire, et puis je me foutais de la morte, mais il y avait un mais, quoi. Alors je me suis posé des questions, que petit à petit je lui posais à elle à voix haute. Tous ces meubles, tous ces vieux machins usés, qu'est-ce qu'elle pensait en faire? Alors c'était très simple pour elle. La nièce, disons l'héritière, voyant que l'héritage n'était pas autre chose qu'un tas de poussière, avait fait comprendre à ma mère que tout resterait, tout serait pour elle. Alors même la série de casseroles, même le réchaud à gaz, un vieux machin en fonte verni vert foncé, vert olive. Puis la hotte aussi. J'ai fait demi-tour, je suis revenu dans la cuisine, je voulais me rendre compte d'une chose. Si je passais sous la hotte sans baisser la tête, non, je passais pas. J'étais trop grand, je cognais dedans. Ma mère m'appelait, qu'est-ce que tu fais? Rien, je regardais la hotte. Oh, cette hotte-là, ton père va la démolir. Ah bon? Ton père va... Il m'a dit, tu sais, ça va nous changer complètement la vie. C'est pas lui qui l'a dit, c'est moi, mais je sais que ça va changer ma vie et ta vie et celle de ton père, tu verras. Je crois que il ne le savait pas, mais ça n'allait plus en bas. Tu comprends depuis... Oh, puis c'est pas la peine de parler maintenant. Viens voir ta chambre, tu verras. Regarde, il y a une cheminée. Tu pourras faire du feu dedans. Quand tu rentreras le matin, ou bien le soir, parce que tu vas pas toujours travailler la nuit, alors le soir tu pourras faire du feu dans la cheminée. Comme elle le faisait. Tu vois, on lève ça, alors elle a levé un tablier, en fonte, en tôle. Puis j'ai vu le petit foyer dedans. C'est la première fois que je voyais une cheminée. Une cheminée où on pouvait faire du feu directement dedans. Ça me semblait difficile d'avoir choix avec ça. Toute la chaleur devait monter, s'engouffrer dans les tuyaux.
Mais ma mère me certifiait que non. On achèterait des grandes bûches, et puis, quand on ne pourrait pas les acheter, on irait dans le bois et on barboterait. Mais pas des brindilles. Fini les petites brindilles pour allumer le feu. Là, on mettrait des bûches, de grosses bûches. Ça crépiterait, ça ferait des flammes. On, on pourrait rester dans une chambre où il y a un feu dans la cheminée, sans avoir besoin de la lumière, me disait-elle. C'est beau. Je me demandais si elle inventait, si elle imaginait, ou bien si vraiment elle avait vu une fois dans sa vie un feu dans une cheminée. Peut-être qu'un soir, en arrivant chez la Niglis, il y a des années, elle avait vu ça, mais ça m'étonnait. Non, elle avait l'imagination brusquement déchaînée. Elle était comme un peu folle. Alors le lit qui était là, ça allait devenir mon lit. Mais alors qu'est-ce qu'on ferait du mien qui était en bas? Moi aussi, mon imagination commençait à se débrider. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit, tiens, elle est là. Alors je me suis approché, je l'ai regardée. C'était pas la première fois que je voyais un mort ou une morte, mais je me sentais autre chose que gêné, pas du tout à ma place. Dans le visage de la vieille Niglis, il y avait quelque chose que je n'aurais jamais, que ma mère n'aurait jamais, que nous, les envahisseurs, nous ne pouvions pas ni connaître ni montrer aux autres. C'était ce visage qui, même dans la mort, restait le visage des gens sereins, des gens qui ont passé une vie à aller d'un fauteuil à un autre, à avoir le geste très machinal et devenu coutumier de tirer un tiroir, ce que ma mère faisait au moment même où je pensais à tout cela, sortir du tiroir un sac dans lequel elle fouillait et dans lequel pendant des années il y avait eu continuellement de l'argent dedans. C'était ça que son visage me disait. Des gens qui peuvent se permettre d'avoir un appartement. Un appartement de combien de pièces? Alors mentalement je comptais. La cuisine, le fils, ma future chambre. Ça faisait 3 du côté de la cour. La chambre dans laquelle elle était, la vieille, ça faisait 4 sur la chaussée. La salle à manger, ça faisait 5. Un salon, 6. Et peut-être encore une pièce dans le fond. Ça devait faire 7. Le tout arrosé par un grand couloir, des chiottes à l'entrée. Ma mère est revenue vers la Niglis. Puis elle l'a bien regardée. Et elle a dit, oh, c'était pas une mauvaise femme. Et tout à coup, je lui ai dit, mais tu fais des projets, tu me montres ma chambre, ta chambre, tu dis que le vieux va casser la hotte, on n'a pas encore l'appartement. Et pourtant, c'est elle qui avait raison. Quelques jours après, une fois la Niglis enterrée, c'était fait. Le Probloc était tombé d'accord. Il avait fixé une condition que ma mère ne disait pas mais que je soupçonnais, c'était d'assurer que les loyers seraient payés régulièrement. Il devait y avoir une clause, mais on avait balayé la clause d'un geste très large. Du côté des miens, aucun problème à avoir. Donc il faudrait qu'on économise, qu'on mette de côté à chaque paye un peu de l'argent qu'on ramenait tous les 3 à la maison pour pouvoir payer le loyer. C'était faisable. À l'usine, moi aussi je m'étais mis à avoir mes plans, à commencer à verboter des outils à droite, à gauche, des tournevis. J'étais décidé à installer ou à réinstaller ou à réparer tout ce que la vieille avait pu laisser derrière elle, comme électricité branlante, plus ou moins en panne, des fils qui pendaient ici et là. Et tous les matins,
Au lieu d'aller me coucher, je montais au premier. Et je tapais dans les murs. Je vissais, je dévissais, je rabotais. Le père, le soir, à peine sa journée finie, il quittait l'usine. C'était fini les bistrots. Il fonçait à la maison, tête baissée sur sa bicyclette. Et il reprenait le travail là où je l'avais laissé. En un mois, tout a été en partie remis en état. On aurait d'ailleurs très bien pu rentrer dans l'appartement sans rien toucher, en dehors de quelques boutons et une vitre ou deux à remplacer. Mais quand le grand jour est arrivé, un grand jour qui était aussi le jour d'un autre type, car la cave en bas, on la laissait sans occupant. Mais la loge, il fallait trouver le remplaçant. Alors il l'avait trouvé avec un copain, qui lui justement quitterait une toute petite pièce qu'il avait dans le fond d'une cour, et curieux comme tous ceux qui vivaient autour de nous, ne vivaient que dans des cours. Alors il a pris sa loge. Nous, on avait monté les affaires, paquet par paquet. Il n'y en avait pas beaucoup, mais ça remplissait un peu les armoires. Il restait de vieilles fringues dedans à la néglisse. Alors ce serait la grand-mère qui les porterait. Des fringues très anciennes, avec des jupes ou des robes qui, tout en plis, descendaient jusqu'au talon. La mère trouvait que c'était très beau, un peu défraîchi, avec une odeur de poussière, d'un ancien parfum qui n'avait pas réussi complètement à disparaître. La grand-mère a pris position dans sa chambre, moi dans la mienne. Et j'ai, un samedi soir, passé ma première nuit dans un lit qui n'avait jamais été le mien, avec à la tête et aux pieds deux grandes colonnes. Le long du mur, il n'y avait rien. C'était pas ce qu'on appelle un baldaquin, mais j'aurais pu tendre un filet ou un drap au-dessus, et puis il s'en serait devenu un. Le vieux avait trouvé une bouteille dans un coin, quelque part, et après l'avoir siroté tous les quatre ensemble, en gloussant, j'étais pas énervé. Au contraire, étrangement calme. Le père et la mère l'étaient, eux, très énervés. J'étais convaincu que j'entendrais le lit grincer. Puis on s'est séparés. Bonsoir. Et chacun est allé dans une autre direction. Une direction qui pour eux semblait très commune, très connue. Le père est parti le premier en traînant les savates. La vieille le suivait. Ils ont tiré derrière eux la porte de la salle à manger. Ils ont fermé lentement celle du salon, qui était une grande porte vitrée, que ma mère avait astiquée, dont les vitres étaient biseautées. Et dans les biseaux, j'avais retrouvé ce que j'avais découvert des années avant avec une locataire, qui était 2 étages plus haut que nous, maintenant, qui avait elle aussi la même porte vitrée. De ce côté-ci de la maison, il y avait des salons. De l'autre côté, il n'y en avait pas. Et ils se sont mis à rire dans leur chambre. Alors j'étais embarrassé de rentrer dans la mienne. J'aurais préféré faire de l'office ma chambre. C'était plus petit, près de la cuisine. Je me serais peut-être senti un peu plus chez moi. Enfin, au bout d'un moment, je suis allé dans la chambre. J'avais une petite lampe à la tête du lit, qui était faite dans une ancienne lampe à pétrole que la mère Néglisse avait dû faire bricoler par quelqu'un dans le quartier. Je l'ai éclairée. La lumière ne partait pas au plafond. Elle tombait au contraire sur cette petite table de nuit que j'avais pour la première fois avec un marbre dessus. Je posais ma main, c'était froid. En dessous le marbre, il y avait un tiroir que je tirais lentement, qui ne faisait pas de bruit. Et dans le tiroir, des objets, un chapelet, des feuilles très vieilles, jaunies. Je refermais le tiroir. J'avais l'impression d'être un voyeur, d'être un usurpateur.
En dessous, une grande porte. En dessous le tiroir. Enfin, une porte carrée qui s'ouvrait comme une petite fenêtre ou comme comme une petite porte sur le côté. Il fallait tirer un peu sec pour pouvoir déclencher le ressort. Et là-dedans, une niche avec un pot de chambre. J'ai regardé le pot de chambre. Et je me suis dit, quand on a des chiottes à côté de soi, on pisse quand même dans un pot de chambre. J'ai sorti le pot de chambre, je l'ai regardé. C'était je crois en faïence, blanc, avec une anse. Il était lourd. Ça aussi, c'était un autre monde que le nôtre. Nous, si on avait eu un pot, il aurait été comme chez la grosse. En tôle émaillé, ou du moins avec, au départ, de l'émail, puis ensuite des taches de rouille. Alors j'ai refermé le petit tiroir. J'inspectais vraiment cette petite table de nuit. En dessous, il y avait un compartiment libre, sans porte, sans rien. Et des journaux. Peut-être des revues ou des magazines. Tout ça avait un temps très lointain. 15 ans, 20, 30, 40. Je me suis assis sur mon lit. Et je regardais dans la pièce. L'immense fenêtre. Une fenêtre d'au moins 2 mètres de haut. Avec de très grands rideaux, vieux, mais qui, tout en étant déchirés, ne faisaient pas sale. Chaque trou était comme une broderie du temps. Et puis de chaque côté de la fenêtre, 2 gros flots de draps qui tombaient, vert foncé ou gris vert, un peu la tenue des Allemands à l'époque. J'ai essayé de faire marcher les rideaux, ça venait pas en tirant dessus. Puis j'ai découvert, à force de m'acharner, mais silencieusement, j'ai fini par découvrir 2 ficelles. Alors j'ai tiré sur une ficelle, sans savoir ce que ça allait faire, et puis sur une autre. Et c'était l'autre qu'il fallait actionner, les rideaux se sont fermés. J'étais donc tout à fait chez moi. Dehors des volets, qui étaient déjà fermés aussi, une fenêtre bien bouclée par où le vent ne passait pas, des petits rideaux fins, ajourés et troués, et par-dessus tout ça, un manteau, comme un manteau. Entre la cheminée et la fenêtre, une armoire, dans laquelle ma mère avait foutu mes chemises. C'était le seul meuble, la seule armoire. Non pas qu'il y avait dans l'appartement, il me semblait qu'il n'y avait que des armoires là-dedans. Mais la seule armoire qu'elle avait vidée et peut-être désinfectée, passée à l'eau de Javel. J'avais une dizaine de chemises, caleçons, pull vert, un pantalon. Ça avait l'air vide et nu là-dedans. Sur la porte de l'armoire, il y avait naturellement une glace. J'ai regardé dans la glace, je me suis vu. Je ne me connaissais pas avec un éclairage pareil, qui venait du fond de la pièce, un peu en bas. Ça m'éclairait plutôt les pieds que la tête. Le haut retombait dans la nuit. Je me suis fait une grimace, puis je me suis souri. J'ai continué l'inspection de la chambre. Il fallait que je la découvre et que elle m'accepte. Alors il y avait ce que ma mère avait tout de suite désigné comme un secrétaire. Une table qui était, disait-elle, en piche-pain, d'un bois rose doré, des pieds un peu tarabiscotés, tordus, gonflés, qui redescendaient ensuite comme s'ils avaient voulu se les croiser, une surface plane, un tiroir en dessous, mais sur le dessus, ce que je n'avais encore jamais vu,
d'autres tiroirs. Et entre le tiroir de gauche et le tiroir de droite, une petite glace qui pouvait pivoter sur un axe. Un secrétaire aurait pu s'asseoir là et se regarder tout en écrivant. Dans les tiroirs, il n'y avait plus rien. Ma mère avait, spécialement pour moi, fait le vide. Je me demandais qu'est-ce que je pourrais bien foutre là-dedans. Dans le tiroir de droite, je mettrais ma pommade. Dans le tiroir de gauche, mes cigarettes. Et puis dans le grand tiroir qui était sous le tablier de la table, je pourrais mettre un crayon ou du papier pour envoyer des lettres.